de Dimitri de persuader son ami de se soumettre à un test de dépistage du VIH se heurte à un refus habile de Céline alors que l'état de santé de celle-ci se dégrade de jour en jour. Le couple est au bord de la séparation. C'est alors qu'intervient un ami médecin qui l'aide à vaincre la peur et l'accompagne dans la prise de la bonne décision. Plus tard, Dimitri apprend que lui non plus n'était pas à l'abri de l'infection. Malgré un test négatif réalisé 6 ans plus tôt, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, un ruban pour tant d'amour est donc au centre de notre émission littéraire. Emmanuel Adia Ago en est l'auteur. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes instituteur, puis vous avez été instituteur, puis professeur de français, directeur adjoint du CAFOP de Dabou. Aujourd'hui, vous êtes à la retraite, mais la passion de l'écriture ne vous a pas quitté. Tout à fait. Et vous ouvrez la porte sur une thématique assez douloureuse et difficile. Tout à fait. Quand on parle de ruban rouge, on sait tous à quoi cela nous rapporte. Eh ben, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, voilà le ruban rouge dont nous parlons. Madame, Monsieur, la thématique du VIH-Sida au cœur de notre émission avec une œuvre intéressante, romanesque. Oui. Un ruban pour tant d'amour avec deux visages angéliques. Oui. Mais... Donc là, l'air presque effaré, le garçon. Exactement. Et puis 2 petites fioles. Oui. C'est vrai qu'au-delà de l'amour qui serait aveugle, la fiole nous ramène à la réalité de l'amour. Tout à fait. Merci d'être là. Merci, Christelle. Pourquoi une histoire sur le VIH-Sida? Ce roman a été écrit parce que la question du VIH-Sida est une question d'actualité. Et pour notre part, nous avons vu les ravages que cette maladie a engendré dans certaines familles. Et il nous a paru bon d'apporter notre petite contribution à la lutte, dans la lutte contre cette pandémie. On ne peut pas dire que c'est une petite contribution. On sent que votre cœur y est. Oui, j'ai le cœur. Est-ce une histoire vraie que vous-même vous avez vécue? Est-ce que vous êtes Dimitri? Non, je ne suis pas Dimitri, mais j'ai eu la chance de côtoyer des malades. J'ai eu la chance d'en écouter. Et donc, je me suis inspiré de leur histoire et je l'ai romancé. Pour ne pas en faire... Alors, quand je regarde votre parcours professionnel, vous n'êtes pas du tout près du corps médical. Vous avez été instituteur, puis professeur de français, ensuite directeur adjoint du CAFOP de Dabou. À quel moment vous avez côtoyé des malades pour en connaître l'histoire? Bon, alors, je suis curieux de nature. Je lis beaucoup. Je me renseigne beaucoup également. Et puis, j'ai la chance d'avoir un ami médecin. Avec lesquels j'évoque souvent certains problèmes, notamment la question du VIH-Sida. Et donc, les informations que j'ai prises de l'année ça et là m'ont servi à construire cette trame-là. La trame part sur la base de 2 personnages principaux, Dimitri et Céline, qui vivent une histoire passionnante, mais douloureuse. Douloureuse, parce que très tôt, Dimitri se rend compte que son amie est régulièrement malade. Elle fait des rechutes et donc il soupçonne là un foyer de VIH. Il veut la persuader de faire un test. Pourquoi automatiquement on pense au VIH? Bon, les maladies récidivantes, notamment dans le milieu médical, c'est pratiquement les indices qu'il faut explorer. De toute évidence, même bien portant, il faut pouvoir faire son test. Mais lorsqu'on est régulièrement malade, il vaut mieux penser à faire son test, en tout cas pour se dégager de tout soupçon. Son ami donc tente de la persuader de se soumettre à un test de VIH, mais là, la peur est un élément important qui fait que ce leader ne se résout pas. Et là, son ami commence à faire preuve d'exaspération. Ils se quittent un moment jusqu'à ce qu'ils fassent intervenir leur ami qui est médecin, qui va donc les manager quelque peu pour les conduire vers la prise de la bonne décision. Alors, nous sommes en 2018. Le capital peur est toujours présent. Oui, le capital peur est toujours présent. Alors que dans les campagnes présentes, toutes les communications qui ont eu à être faites sur la maladie ont eu en tout cas pour objectif premier de casser justement l'esprit de la peur. Tout à fait. Bon, apparemment, ça a échoué. Non pas que ça a échoué, mais il y a quand même des poches résiduelles. De résistance. Voilà, je le dis dans le roman, les premières images que l'on nous a montrées relatives à l'infection au VIH, ce monsieur qui avait les côtes à fleur de peau, totalement décharné, ça, c'est pas fait pour quitter les esprits de sitôt.
On a parlé Même également... des siècles encore à venir, on aura toujours en tête les premières images assez terribles que nous avons eues de la maladie. Tout à fait. Et puis il y a la question de la stigmatisation qui continue. Et ça, ce sont des réalités qui font que bon, les gens ont peur de se dévoiler. Il y a quand même une évolution quant à l'acceptation des autres. Et puis on a aussi des personnes qui sont malades, mais qui se portent bien, qui suivent bien leur traitement. Oui, le complexe ne se trouve plus tellement du côté des malades. C'est plutôt l'entourage. Voilà, c'est l'entourage. Ceux qui se savent malades aujourd'hui, ils prennent leur disposition, ils prennent leur maladie avec beaucoup de philosophie et ils s'intègrent au milieu dans lequel ils vivent. Mais c'est les regards de l'entourage qui parfois sont gênants. Donc c'est ce qui a déclenché la peur dans l'esprit de Céline. Tout à fait. Elle imaginait Dimitri partir, la famille, l'entourage et tout. Tout à fait. Tout à fait. C'est cela. C'est cette peur-là qui ne l'a pas décidé à se faire dépister assez tôt. Et là intervient le médecin. Le médecin qui connaît son métier, qui use de pédagogie et donc qui va l'amener à prendre la décision d'aller se soumettre au dépistage. Et la réalité est là. Effectivement, comme le soupçonnait Dimitri, elle fait une infection au VIH. Là, elle est rapidement prise en charge. Son ami revient parce qu'enfin, elle s'est décidé à faire ce qu'il voulait. Et ils continuent de vivre ensemble. Et puis, 6 années plus tard, Dimitri tombe malade à son tour. Il se soumet à un test. Il se rend compte, mon Dieu, que lui également, il est infecté. Alors que 6 années plus tôt, au moment où il tentait de convaincre son ami, il a réalisé un test qui lui était négatif. Là, ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Il faut maintenir la vigilance. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas par relation sexuelle avec Céline qu'il a pu contracter, non? Bon, c'est une possibilité. Parce que, voilà, on ne peut pas faire vraiment l'historique de la contamination. Et c'est pour cela qu'il est bon de ne pas s'empêtrer à chercher avec qui, avec quoi, comment et pourquoi, mais de se dire qu'il faut vivre sainement et tenter, tant qu'on peut le faire, d'éviter de se faire infecter. C'est quoi vivre sainement pour vous? Bon, vivre sainement, c'est, dans le cas d'espèce ici, Dimitri le dit, au départ, ils auraient pu faire le test chacun. Et puis prendre avant de se mettre ensemble. Est-ce un appel à lancer? L'appel à lancer, c'est que... Est-ce que c'est votre appel à la jeunesse ou à ceux qui désireraient, par exemple, se mettre ensemble? En couple, il est bon de faire son dépistage aujourd'hui. Si l'on n'est pas malade, Dieu merci, on continue quand même d'avoir à l'esprit que ça peut arriver à tout moment. Si on est malade, on se dit qu'il y a des gens qui sont formés pour vous aider et que le VIH-Sida ne tue pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est interdit que 2 personnes se rencontrent dans la rue, enfin bref, où est-ce qu'elles pourraient se rencontrer et décider d'aller au mariage sans passer par cette visite médicale hautement importante qui déterminerait, elle aussi, l'avenir des enfants. Bon, interdit, non, mais vous savez que la question de la sexualité est liée à des émotions, à des pulsions instinctives. Et là, on peut avoir beau raisonner des êtres humains, quand l'émotion est là, ce n'est pas toujours que la morale constitue un frein. Donc c'est vrai que l'émotion est une force qui contrôle le comportement des êtres humains, mais l'émotion devient très vite raison quand on en connaît les conséquences. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, la télévision, les réseaux sociaux, les masses médias ont fait largement l'écho de ce que c'est que l'infection VIH. Et donc, il nous appartient à tous de prendre nos dispositions pour ne pas nous lancer aveuglément dans une aventure dont on connaît les conséquences. Est-ce que c'est réaliste, le fait d'écrire que Dimitri serait revenu à Céline après qu'il ait découvert que celle-ci était porteuse? Est-ce que cela est réaliste dans les faits? Est-ce que les familles autoriseraient cela? Bon, les familles, effectivement, vont manifester beaucoup de réticence. Mais il y a un adage qui dit le démon qu'on connaît, c'est mieux que l'ange qu'on ne connaît pas. Et donc, lorsqu'on sait, on connaît le statut de l'autre, ben, on sait ce qu'il faut faire pour éviter de tomber dans cette... Selon vous, quelle serait la place des enfants? Vous savez, la question du VIH, il y a des aspects déroutants. À force de converser avec les spécialistes de santé, vous voyez par exemple des couples où il y a des sérodiscordants. Monsieur est infecté, madame ne l'est pas. On a même vu des cas de jumeaux, enfants jumeaux, dont l'un est infecté et l'autre ne l'est pas. Vraiment, il n'y a pas de schéma purement scientifique pour nous déterminer. Et donc, ce n'est que la prudence et la vigilance qui peuvent nous aider vraiment à éduquer les enfants. Puisqu'il n'y a pas de schéma directeur, il n'y a pas de schéma établi, un squelette établi, donc les enfants sont livrés donc à la manie ou
ou aux facéties de la nature? Non, aujourd'hui, je ne suis pas médecin, mais nous savons, grâce à vos... Oui, que le problème avec les enfants, c'est la contamination mère-enfant. C'est au moment de l'accouchement que les médecins doivent prendre les dispositions qu'il faut pour que l'enfant ne soit pas contaminé si la mère l'est. Donc, il faut aller dans un centre hospitalier très délicat, très précis, où les gestes sont soignés et surveillés pour ne pas que, justement, l'enfant puisse... Mais ce n'est pas toujours le cas sous nos tropiques. Bon, dans la plupart des centres médicaux aujourd'hui, je crois que les médecins, les infirmiers sont formés pour prendre en charge toutes les femmes enceintes et réagir comme il se doit. Il y a une riposte appropriée chaque fois qu'il y a un foyer de VIH qui est soupçonné. Les gens sont formés pour, à ma connaissance en tout cas. Avant de recevoir le docteur Dieu, est-ce que votre livre est un go? Quand je dis un go, c'est entre griffes. Allez-y, tout le monde. Non, ce n'est pas allez-y tout le monde. Allez-y tout le monde et puis voilà quoi. On peut s'aimer. Vous allez vivre comme Dimitri et Céline. Non, on peut s'aimer. Soyons conscients de cette pandémie. Prenons nos responsabilités parce qu'on peut se faire dépister, on peut se faire suivre, on peut vivre sainement avec cette maladie. Mais en même temps, vous voyez que j'ai un hommage que je rends aux personnes qui sont engagées dans la lutte contre le VIH-Sida. Quand vous vous rendez dans des centres de suivi, vous vous rendez compte de cette amabilité qu'on ne trouve pas toujours dans les autres cliniques. Les gens sont très proches des malades et je crois qu'ils les aident à surmonter cette épreuve difficile-là. On l'a dit, l'amour est aveugle, mais la réalité du VIH-Sida le rend très lucide. La preuve, nous avons donc ces 2 fioles de sang, pleines de sang, qui sont sur la page, la première page de notre œuvre. Un ruban pourtant d'amour, notre auteur Emmanuel Adiago est là. Et nous en parlons, je ne serai pas la seule avec vous, vous savez. Le docteur Dieu nous rejoint dans quelques instants. Il a un autre regard sur le livre. Voilà, je ne dirais pas que les feuilles vont voler en éclats. Mais en tout cas, on va aller à un autre pan de notre plateau. D'accord. Et il arrive, docteur. OK. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Christelle. Bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôpital. Hein? Absolument, absolument, avec un ruban. Exactement, 2 fioles. 2 fioles, c'est ça. 2 éprouvettes pour un examen de sang. Tout à fait. Alors, et tout cela grâce à monsieur Emmanuel Adiago, qui nous reprend la thématique du VIH-Sida. Exactement. À sa manière. À ma manière, oui. C'est ça, à sa manière. Et justement, cette manière nous fait poser des questions. Oui. Et tout j'ai envie de demander, est-ce que ce n'est pas un peu anachronique de parler aujourd'hui de cette maladie de cette manière? Anachronique, non. C'est une question de chaque jour. Il y a une journée mondiale du sida. Donc je pense que parler du VIH-Sida, ce n'est pas faire anachronique. Et puis la littérature, pourquoi ne serait-elle pas une aide, une contribution dans les stratégies de lutte contre le VIH. Justement. Alors, lorsque je parle d'anachronisme, en fait, c'est dans le traitement de la question. Oui. Il me semble que vous noircissez un peu trop le tableau pour fonder votre texte. Oui. Pourquoi? Vous entourez l'univers, n'est-ce pas, de la découverte de son état par Céline, de tout un mythe, tout un ensemble de peurs, jusqu'à convoquer les sorciers du village. Et je lis à la page 13, ce ne sont pas les sorciers du village qu'il fallait accuser. Pas de grief de génie, aucun mauvais sort. Des poulets ont été immolés, des moutons ont été sacrifiés pour rien. Les féticheurs m'ont menti. Pourquoi est-ce que vous semblez entouré de cette maladie, de cette peur, alors que nous sommes comme au XXIe siècle et qu'il semble que beaucoup de mythes soient tombés? Oui. Alors, nous sommes en Afrique. Je m'imagine dans un village où quelqu'un est malade. On l'a vu tantôt, cette boîte, ce carton plein d'emballages. Quand on se soigne à l'hôpital et qu'on n'a pas de solution, on finit par se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas, les gens appellent ça communément une maladie mystique. Et là, on s'adresse aux marabouts, on sacrifie des poulets, on s'adresse aux spirituels. Et puis, eux, parfois, ils vous disent que bon, c'est l'oncle ou c'est le frère du papa qui est en train de vous mener la vie dure. Mais il me semble justement que cette manière d'aborder le thème elle soit un peu en contradiction avec la pédagogie de ce livre. Enseignant de formation, de métier, dans l'administration. Il me semble que ce livre obéit à une pédagogie claire. Est-ce que vous pouvez l'expliciter tout de suite? Oui, alors l'objectif, c'est de dire à tous ceux qui pensent
que la vérité se trouve chez le marabout, c'est de leur dire qu'il y a une vérité scientifique qui peut être établie dans un laboratoire. Et donc, plutôt que de perdre le temps à s'imaginer quoi que ce soit, allons-y directement dans un laboratoire, on ferait un prélèvement dans la demi-heure qui suit, on vous libère. Alors, vous l'expliquez tellement simplement que dans le livre, je me demande pourquoi vous mettez une telle pression sur Céline. Alors, dès qu'on ouvre le livre, alors Dimitri... Elle n'a aucun moment de répit. Alors, j'ai envie d'employer une expression bien ivoirienne, Dimitri est sur sa vie. Chaque seconde du livre est tournée vers cette pression. Pourquoi vous mettez une telle pression sur quelqu'un qui est déjà faible? Pourquoi est-ce qu'il ne nous dit pas d'une manière plus douce pour amener tout doucement Céline à faire le test? Alors, il a tout essayé, hein. Il a tout essayé. Sauf la manière douce, finalement. Oh, je pense. Page 20. Page 20. Et puis page 21. C'est ça. 20 étaient mes efforts quand il s'agit de la décider à se soumettre à des examens médicaux. Une date acceptée parce que je me laisse aller à l'énervement, mais jamais respectée. Une échéance toujours repoussée. Une promesse jamais tenue. Il fallait changer le fusil d'épaule. Ah, mais justement, une date acceptée parce que je me laisse aller à l'énervement. Donc, pas de douceur, en fait, un énervement qui est toujours... il est un peu le nez à fleur de peau, ce Dimitri, finalement. Alors, imaginez-vous, par exemple, en train de donner un comprimé à votre enfant, il met la bouche à gauche, il refuse de prendre. Vous essayez 5 fois, 6 fois, 10 fois, à un moment, on commence à perdre patience. Et si Dimitri avait simplement choisi d'y aller ensemble, de faire le test à 2, bien qu'il ne soit pas malade, lui? Oui, c'est ce qu'il a fait dans le roman. D'abord, il a dit, j'ai abordé la chose autrement, ne pas la brusquer. Vous le faites après. Vous le faites après, et non au départ. Oui, non, au départ, on a essayé de lui dire, mais tu es malade, il faut que tu ailles à l'hôpital. Elle refuse. Il se dit, bon, je vais utiliser d'autres manières. Ma chérie, est-ce que tu ne penses pas qu'il serait... On a presque tous les qualificatifs qui sortent de l'allemand. Oui, c'est ça. Amore, Ayala, tout ça. Voilà. Amore, querida mia, darling, mein Lieblings, tout. C'est de l'allemand. Il la coiffe, il lui met ses chaussures, c'est lui qui choisit dans la garde-robe ce qu'elle doit porter, tous les signes d'affection. Mais ça ne marche pas. Et puis, elle lui dit, mais si c'est pour me terroriser que tu es venu, alors... tu peux sortir de chez moi. Alors, l'autre paradoxe dans le livre, c'est que lorsqu'on découvre finalement que Céline que son T est P, comme vous le dites, ça fait encore partie de l'un des mystères que vous avez jeté au livre. Tout à fait. Le T est P. Pourquoi ne pas dire simplement que le test est positif? Bon, alors, un livre, un roman dans lequel il n'y a pas de suspense, ça fait un peu trop facile à voir. Ça fait plutôt un peu de mystère. Voilà, j'ai bien voulu... mystère au livre. Voilà. Alors, lorsque le T est P, alors cher lecteur, vous le découvrez dans le livre, c'est quoi un T qui est P? Lorsque le T est P finalement, et que vous avancez, l'un des paradoxes, c'est que vous ne faites pas prendre de précautions à Dimitri, qui finit par retomber dans quelque chose qu'il avait évité. Ça, c'est bien triste. Bon, alors rien ne prouve à ce stade, justement, que ce soit Céline qui a été à l'origine de l'infection de Dimitri. On le devine bien. Bon, on le devine parce que... On le soupçonne même. Forcément, c'est tellement... La question, c'est cela. Vous pouvez faire un test aujourd'hui dans un laboratoire. 10 minutes après, vous passez dans un laboratoire, un autre laboratoire. Est-ce un problème de réactif? Les résultats ne sont pas les mêmes. C'est 6 ans après. 6 ans après. Voilà. Donc, il a contracté la maladie au cours de l'ambiance quotidienne. Oui, il se peut que l'état de latence de ce virus-là dans le corps de Dimitri ait été plus long, puisque lui-même il confesse, si quelque chose devait être fait, c'est au départ qu'il devait prendre des précautions. La question, c'est justement, lorsqu'il découvre que sa compagne est malade, Dimitri ne prend pas de précautions. Non, je présume qu'il a pris des précautions, mais il était trop tard, parce que les médecins vous le disent, l'état de latence du virus, l'effet n'est pas immédiat. Alors, il incube pendant longtemps dans l'organisme. Donc ça veut dire que peut-être que Dimitri avait aussi... Vous êtes en train de dire qu'il était pratiquement malade en même temps qu'elle. Oui, il incubait certainement le virus sans faire de maladie, alors que Céline présentait déjà des symptômes. Alors l'un des éléments manquants dans ce livre, c'est justement comment est-ce que le virus s'acquiert, comment est-ce que les personnages d'ici contractent le virus. Bon, Céline... Il me semble que ce soit un élément de pédagogie qui fasse défaut. Si ce livre est destiné à un public jeune et que les jeunes doivent le lire, tirer le son, il faut bien qu'ils aient, n'est-ce pas, les comportements à ne pas faire. Tout à fait. Bon, là, c'est tronqué. Automatiquement, dans la maladie, on n'est pas dans la cause, on est dans les effets et dans les conséquences. Non, la cause a été développée quelque part par Céline lorsqu'elle faisait une rétrospection pour voir qu'est-ce qui a pu
la conduire à l'infection au VIH. Le souci, c'est que ce n'est pas suffisamment mis en scène. Voilà, vous passez rapidement sur un élément qui me semble être le ventre mou. Le nœud du problème. Le ventre mou du problème, c'est ça. Oui. Mais heureusement que vers la fin, Dimitri recommande le préservatif. D'accord. Il dit il faut se dépister. Un peu tard, il faut utiliser. Oui, mais c'est la leçon qu'il faut tirer maintenant de la lecture de cet ouvrage. Il faut se faire dépister précocement et puis il faut se protéger. Et donc, finalement, vous ne bâtissez pas autour d'un environnement non plus. Alors, pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas l'environnement pour qu'on puisse voir à la famille, pour qu'on puisse voir, parce qu'il y a les infectés, mais aussi les affectés que vous oubliez. Oui. Nous ne sommes que deux, sauf l'intervention du médecin. Vous traitez la question dans une situation vraiment intimiste, intimiste à l'excès. Oui. Et ça, c'est pas très... Dans le contexte qui est le nôtre, africain, il me semble que là, vous passez un peu sous silence quelque chose d'important. Oui. Bon, mon objectif, ce livre, je l'imagine au chevet d'un malade sur un lit d'hôpital, par exemple, qui à la lecture, peut se dire, bon, pourquoi ne ferais-je pas comme Céline? Mais aussi, qui se dit, par exemple, qui a été découvert, qui est malade, mais voilà, qui me parle d'espoir, donc je reprends espoir, parce que je sais qu'au bout, je vais guérir. Voyez. Maintenant, pour celui qui n'est pas malade, il lit et se dit, ah, zut, comme la principale voie de transmission, la principale en dehors des drogués, c'est la voie sexuelle, on se dit, bon, si on veut se mettre en ménage, il vaut mieux prendre des précautions. Est-ce que vous avez aujourd'hui, n'est-ce pas, les chiffres sur le VIH en Côte d'Ivoire? Parce qu'il me semble que vous avez fait quand même quelques recherches, votre curiosité. Oui, alors je ne suis pas médecin. C'est ça? Oui, je ne suis pas médecin, mais je crois que voilà, je les côtoie. Le taux de prévalence est en train de baisser. Mais comme on le dit, il ne faut pas baisser la garde pour autant. Parce que je le disais tantôt, il s'agit d'une maladie qui vient avec les émotions. L'activité sexuelle, vous pouvez rencontrer une partenaire quelque part dans un coin où vous n'avez peut-être pas pris la précaution d'avoir mis un préservatif en poche, et puis l'envie vous prend. Donc il faut continuer de maintenir la vigilance. Et donc c'est surtout cela. Comment faire pour éviter? D'accord. En même temps, vous soulevez la question des hésitations de la médecine avec la positivité différée de Dimitri. Donc, un bon petit cocktail quand même. Il y a certains chantres de la médecine traditionnelle qui guériraient ou voilà. Bon. Alors, cette maladie, avec témoignage à l'appui. Avec témoignage à l'appui, et c'est quelque chose dont vous ne parlez pas suffisamment. Oui, parce que il y a un médecin qui le dit dans l'œuvre. En médecine traditionnelle, lorsqu'on utilise le vocabulaire médical, qui est un vocabulaire technique, scientifique, et qu'on l'adapte à des situations qui ne sont pas scientifiques, on couvre des amalgames. Alors, quelqu'un qui ne fait plus de fièvre... Mais une guérison reste une guérison. Oui, alors, est-ce une guérison? La question, c'est cela. Parce qu'aujourd'hui, même avec les antirétroviraux... On ne dit pas de guérison, une amélioration des situations reste une amélioration des situations. Voilà. La situation peut s'améliorer, mais elle n'est pas forcément signe de guérison. Parce que les médecins également le disent, il y en a qui ont prétendu... C'est pourtant ce que font les ARB. Oui, les ARB, vous les prenez et ça vous stabilise. Mais il y a des gens qui ont arrêté, à l'écoute des médecins, des gens qui ont arrêté la prise d'antirétroviraux et qui se sont adonnés à d'autres thérapies. On les a laissés faire, enfin, ils ont continué, mais plus tard, ils ont fait des rechutes. Donc, tous ces témoignages que nous avons, auraient-ils été biaisés? Bon, je n'ose pas l'affirmer, mais en tout cas, l'une des règles en médecine, c'est que lorsque un médicament doit être mis à la disposition du grand public, il y a au moins des expériences, des effets et des essais qui sont faits. Parce qu'il y a l'efficacité du médicament, mais il y a également son innocuité. Donc jusqu'à présent, de façon officielle, on ne guérit pas du VIH. Maintenant, la médecine traditionnelle peut faire des prouesses. Il faut donc que ces prouesses-là soient connues du grand public, qu'elles soient validées. Regard général sur l'œuvre. Alors moi, je pense que M. Adia actualise une thématique qui est en train de passer sous silence en raison de l'effet de mode qui entoure certaines maladies, Octobre Rose, Novembre Bleu, toute une publicité. Pas qu'il faille faire l'éloge des maladies, mais c'est quand même un mal silencieux, le sida, qui n'est peut-être pas traité sur le plan médiatique au même titre que d'autres maladies, d'autres pandémies, mais la vigilance mérite
qu'on s'y attarde. Voilà, tout à fait. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Je rappelle que l'œuvre qui nous rassemblait ce soir, c'est Un ruban pour tant d'amour de l'auteur Emmanuel Adiago. Il a dit une phrase sur laquelle je me permets de rebondir. Les relations sexuelles sont souvent poussées par des pulsions, par l'instinct, mais attention, l'instinct doit être très vite rattrapé par la raison quand on pense aux conséquences qui pourraient nous arriver ou arriver même à la progéniture prévue. Merci en tout cas d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et nous vous conseillons cette œuvre-là. Et je pense que tout ce qui est système médical, les ONG devraient pouvoir l'avoir et le distribuer aux malades pour leur donner donc cet espoir que vous avez pu et vous avez voulu créer pour ces personnes-là. Merci d'être venu. Je vous remercie. On se retrouvera donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et vive la lecture.